Harris y emménagea avant la naissance de son 5e enfant. Ce garçon naquit en décembre, mais il était mort-né. Aucun autre enfant ne devait naître dans cette maison pendant 1 siècle et demi. Au mois d'avril suivant, tous les enfants tombèrent malades. Et Abigail et Ruth moururent avant le mois de mai. Le docteur Job Hives diagnostiqua une sorte de fièvre enfantine, mais d'autres virent dans ces 2 décès une sorte de consomption irrémédiable. Cette maladie, en tout cas, devait être contagieuse, car Hannah Bowen, l'une des 2 domestiques, en mourut au mois de juin. Ellie Ledison, l'autre servante. Hannah Bowen. Une autre servante. Une autre servante se plaignait constamment d'une sorte de faiblesse. Elle serait bien revenue à la ferme de son père à Rehoboth s'il ne s'était pas prise d'affection pour Mehitabel Pierce. Mehitabel Pierce, un serviteur. Oui, qui avait été engagé après la mort d'Anna. Hannah Bowen. Lui-même mourut l'année suivante. Ah, ce fut une bien triste année puisqu'elle entraîna également la mort de William Harris. William Harris, le premier propriétaire. Affaibli par le climat de la Martinique, où son commerce l'avait retenu de longs mois au cours de la précédente décennie. Sa veuve, Robbie Harris, ne résista pas à cette catastrophe et le décès de son aîné, Elkanah, 2 ans plus tard, compromit définitivement son équilibre mental. En 1768, elle contracta une espèce de folie légère et vécut désormais cantonnée à l'étage. Sa sœur aînée, Mercy Dexter, qui ne s'était pas mariée, vint s'occuper d'elle. Mercy était une femme osseuse et assez laide, d'une forte constitution, mais sa santé déclina dès son arrivée. Elle était fort dévouée à sa malheureuse sœur, Robbie Dexter, et avait une affection particulière pour le seul neveu qui lui restait, William. William Harris, Jr. Qui jadis robuste bébé était devenu un jeune homme maladif et chétif. Cette année-là, la servante Mehitabel mourut. Et l'autre domestique, Preserve Smith, quitta la maison sans donner d'explication logique. Ou du moins, en racontant des histoires à dormir debout. Et en se plaignant de la puanteur de l'endroit. Pendant quelque temps, Mercy Dexter, la sœur de Robbie Harris, veuve de William Robbie, ne put s'assurer le concours d'aucun domestique. Car 7 membres et un cas de folie, le tout en l'espace de 5 ans, avaient donné naissance à des bruits et à des bavardages qui devaient ensuite prendre corps. Elle finit cependant par s'attacher une servante venue d'ailleurs. Anne White. Anne White, c'est Anne White qui la première répandit des bruits sinistres sur la maison. Mercy aurait mieux fait de ne pas engager une personne du pays de Nusnek, car ce village, perdu dans les bois, était alors comme aujourd'hui la proie des superstitions les plus folles. En 1892, les gens d'Exeter exhumèrent un cadavre et brûlèrent cérémonieusement son cœur en vue d'éviter certaines prétendues visites dangereuses pour l'hygiène et pour la paix publique. On imaginera sans peine quelles pouvaient être les idées qui avaient cours dans ce village en 1768. Anne avait la langue bien pendue et au bout de quelques mois, Mercy la remercia, la renvoya et la remplaça par une femme gentille et fidèle de Newport, Maria Robbins. Maria Robbins. Cependant, la pauvre Robbie Harris demeurait dans sa folie, la proie des rêves et des fantasmes les plus hideux. Parfois, ses cris devenaient intolérables, et des heures durant, elle poussait des hurlements horribles. qui obligeait son fils à aller vivre chez son cousin, Peleg Harris, dans le sentier du presbytère, près des nouveaux bâtiments du collège. La tradition hésite à répéter ce que Madame Harris hurlait dans ses rages. Ou plutôt,
Elle nous rapporte des récits tellement extravagants que leur absurdité même les rend irrecevables. Il semble absurde en effet qu'une femme qui n'avait que des rudiments de français ait pu hurler pendant des heures des mots dans cette langue. Ou que cette même personne, isolée mais surveillée, se plaignit d'être mordue et dévorée par une chose qui la regardait fixement. En 1772, le domestique Zenas Lo, arrivé jadis en même temps que Anne White. Anne White. Lorsque Zenas mourut et que Madame Harris fut informée de ce décès, elle lança un éclat de rire comme on ne lui en avait jamais entendu. L'année suivante, elle mourut et fut enterrée au cimetière du Nord, à côté de son mari. Qui elle? Zenas? Mais non! Robbie Harris. Lorsque la guerre avec la Grande-Bretagne éclata en 1775, William Harris, Junior forcément, puis... en 1768, Robbie Harris, son épouse, contracta une espèce de folie légère. C'était 2 ans avant la mort de son enfant. L'année du décès de son aîné Elkanah. Une fille ou un garçon? Ah bon, un garçon. Page 85, c'est un garçon. Page Et 86, page 86, c'est une fille. La mort de son mari, c'était 2 ans avant la mort de son aîné. Ça devait donc être en 1766. devait être en 1700. C'est en 1775 que William Harris Jr., malgré ses 16 ans et sa faible constitution, réussit à s'engager dans l'armée d'observation sous les ordres du général Greene. À partir de ce moment-là, la santé lui revint et la gloire lui sourit. En 1780, capitaine des forces de Rhode Island à New Jersey, sous les ordres du colonel Hagen. Colonel Agel. Il rencontra et épousa Feb Hetfield, Elizabeth Todd, qu'il ramena à Providence lorsqu'il fut mobilisé l'année suivante. Et en 1781, donc, Le retour du jeune capitaine ne fut pas sans tristesse. La maison, il est vrai, était toujours bien tenue. on avait élargi la rue qui ne s'appelait plus la rue derrière, mais la rue des bienfaits. Ah, c'est vrai, je dis comme non. Cependant, Mercy Dexter, jadis d'une constitution à toute épreuve, était victime d'une étrange dépression. Maintenant toute courbée, elle faisait pitié. Sa voix était devenue caverneuse et sa pâleur effrayante. Et sa seule servante qui lui restait était affectée des mêmes symptômes. Et à l'automne de 1782, Phoebe Harris donna naissance Phoebe Hatfield Harris. et donna naissance à William Boy Junior. Et le 15 mai suivant, Mercy Dexter quitta ce monde, après une vie bien remplie, austère et vertueuse. Morte en 1773. 1773. Oui, enterrée au cimetière du Nord. William Harris Jr., finalement convaincu de la nature malsaine de sa demeure, décida de l'abandonner et d'y renoncer à jamais. On l'a mis en location. On imagine à quel point je fus touché par la chronique historique des Harris que j'abrège ici. Votre vieil oncle. Le docteur Elihu Whipple. Elihu Whipple. Je puis toutefois dégager certains points particuliers qui méritent d'être notés par leur répétition et la diversité de leurs origines. Ainsi, les bavardages des domestiques semblaient tous attribuer à la cave malodorante et humide une part prépondérante de cette influence maléfique. Certains serviteurs, et surtout Anne White, n'utilisaient pas la cuisine de la cave. Domestique engagé à la mort de la servante née Abigail. Mehetabel. L'autre domestique, Preserved Smith, ayant disparu, Un homme, Anne White, Celle qui avait été renvoyée par Mercy Dexter. est remplacé par un gentil et fidèle Maria Robbins. De Newport. et au moins 3 légendes fort précises insistaient sur la forme quasi humaine et diabolique des racines d'arbres et des moisissures qui s'y trouvaient. Ces récits m'intéressèrent vivement
étant donné ce que j'avais noté moi-même dans mon enfance. Anne White nourrit des superstitions d'Exeter. Anciennement Kingstown, du pays de Noosneck, avait fait le récit le plus extravagant et en même temps le plus logique. Elle prétendait que sous la maison devait être enterré un de ces vampires. Cadavres qui gardent leur forme humaine en se nourrissant du sang et du souffle des vivants. Dont les légions hideuses libèrent la nuit les formes ou les esprits prédateurs. Pour détruire un vampire, on doit, disent les grands-mères, l'exhumer et brûler son cœur, ou du moins y planter un pieu. Et l'insistance obstinée qu'avait mise Anne White à fouiner dans la cave avait fini par provoquer son renvoi. Cependant, ces récits trouvaient une large audience et étaient d'autant plus aisément acceptés que la maison avait été érigée sur un terrain jadis utilisé comme cimetière. C'est Poltergeist. Exactement, c'est ce que je pensais. C'est Poltergeist. Poltergeist avant la lettre. Nous sommes en 1760. À mes yeux, leur intérêt dépendait moins de ces circonstances que du fait troublant qu'il recoupait certains autres indices. Plainte du domestique, Fraser Smith, qui avait précédé Anne White et n'avait jamais entendu parler d'elle, prétendait que quelque chose buvait son souffle la nuit. Les permis d'inhumer des victimes de la fièvre de 1804 révélèrent que les 4 personnes décédées n'avaient plus une goutte de sang. Dans ces délires, dans des passages obscurs du récit, la pauvre Robbie Harris se plaignait de dents aiguisées, d'une présence aux yeux vitreux, à demi visible. Aussi sceptique que je sois devant ces superstitions, elles produisirent néanmoins sur mon esprit une sensation bizarre, renforcée par 2 coupures de journaux relatives à des morts qui s'étaient produites, à de longues années d'intervalle, dans la maison maudite. L'une de la Gazette de Providence et des environs du 12 avril 1815. L'autre de la Chronique quotidienne du 27 octobre 1845. Chacune de ces coupures apportait en détail une circonstance particulièrement macabre, dont la répétition était étonnante. D'après elle, dans les 2 cas, les agonisants... En 1845, une brave vieille dame du nom de Stafford. En 1845, un instituteur d'une quarantaine d'années nommé Eleazar Durfee subirent une horrible métamorphose.